Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément week-end de Tech Café. Vous le savez maintenant, c'est une formule consacrée depuis pas mal de semaines. Il y a un épisode hebdomadaire où on vous donne les infos phares de l'actu tech, celles qu'il ne faut manquer à aucun prix. Et puis on a quelques news qu'on se garde au chaud, ou plutôt au frais, dans le frigo, et qu'on ressort pour le week-end. Donc vous pouvez prendre votre petit café, votre petit thé, vos croissants, votre baguette et profiter de nos échanges complémentaires. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver, forcément comme dans tout bon supplément du week-end qui se respecte, Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Mais oui, parce que moi j'aime les week-ends. Évidemment, et tu aimes le café aussi, je crois. J'aime aussi beaucoup le café. On a l'immense plaisir d'avoir à nouveau Manu qui, après l'épisode hebdomadaire qui a été enregistré en sa compagnie, il a accepté de revenir ce week-end pour un épisode complémentaire. Salut Manu. Salut, et moi aussi j'aime le café et le week-end, donc ça tombe bien. Oh, écoute, on est vraiment dans un environnement idéal pour parler de quelques news tech complémentaires. On rappelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Manuel Castejean, qui est rédacteur en chef du site Frandroid. Et de toute façon, si vous voulez l'écouter plus largement et écouter donc les infos incontournables de la semaine, c'est l'épisode précédent dans le flux du podcast, l'épisode 267. Mais là, on va vous parler en vrac de véhicules électriques, que ce soit des voitures, des avions. On va vous parler un petit peu de composants. On va vous parler des super ordinateurs, on sait que vous aimez ça, les super ordinateurs notamment en Chine, d'un peu d'intelligence artificielle. Guillaume, on va commencer par les voitures électriques qui pourraient bientôt se retrouver, les pauvres, en panne de batterie, ça risque de les empêcher de fonctionner. Guillaume, j'ai moi-même un véhicule électrique, je serais très très embêté de ne plus pouvoir rouler avec. Qu'est-ce qui se passe ? Mais écoute, maintenant que le prix du pétrole flambe et que c'est sans doute pas prêt de s'arranger, on pourrait croire que ça va surbooster les ventes de voitures électriques, les rendre plus attrayantes que jamais, et malheureusement, les voitures électriques ont des batteries qui souvent utilisent du nickel, et le prix de ce métal augmente encore plus vite que celui du pétrole. Alors sur la bourse aux métaux de Londres, on n'avait pas vu ça depuis jamais, tout simplement. Les prix s'envolent pour le nickel, mais il est aussi pour l'alu, le zinc, le plomb, l'étain. En ce qui concerne le nickel, la Russie ça en produit pas tant que ça. Elle en produit 7%, je crois, par contre, elle produit plus de 20% du nickel de classe 1. C'est-à-dire le métal très très pur, pur à 99,8% si vous voulez être précis, et c'est celui qui est utilisé dans les batteries. Donc actuellement, il y a à peu près 3% du nickel qui est extrait, qui est utilisé dans les batteries. Ça va changer rapidement, c'était dans les 70 000 tonnes en 2017. Si tout continue comme ça à ce rythme, ça sera 240 000 tonnes en 2023, et 690 000 tonnes en 2025, soit près de 10 fois plus en moins de 10 ans. Pas sûr que ça continue comme ça par contre, parce que les constructeurs automobiles, ils voient bien, ils savent bien, Tesla en tête, que le nickel va être cher pendant un bon moment. Donc ils envisagent déjà de s'adapter. Tesla veut passer à des cathodes au fer. Volkswagen veut aussi s'en passer, aussi du cobalt aussi d'ailleurs. Donc la vitesse à laquelle vont intervenir ces transitions, ça va conditionner le prix des véhicules à court terme. Et parce que des batteries plus chères, c'est des voitures électriques qui sont moins accessibles. Alors évidemment, à voir comment ça se mesure face au prix à la pompe. Je ne sais pas quel est le pourcentage du prix d'une voiture électrique qui concerne la batterie. D'ailleurs, j'ai pas en tête les pourcentages, mais ça doit être évidemment assez conséquent. J'ai vu que du côté de Tesla en France, là ça y est, si vous commandez, on est en mars 2022. Si vous commandez une Model 3, a priori vous l'aurez pas avant 2023, ce qui me paraît complètement dingue. Je crois que c'est du jamais vu. Après avoir eu des périodes où Tesla arrivait envers et contre tout à livrer ses véhicules dans des périodes plutôt raisonnables ces derniers temps. Un effet carte graphique, c'est parti. Voilà, on est reparti. Manu, les voitures électriques, c'est un sujet que vous suivez sur Frandroid. Oui. Je sais d'ailleurs qu'il y a Bob Jouy qui fait souvent des articles autour de la Model 3 chez Frandroid. Oui, tout à fait. Et là d'ailleurs, cette semaine, ce sera publié quand non, la semaine prochaine, je sais plus. En tout cas, on va avoir un test de la Tesla Model 3 SR qui va arriver, justement par Bob. La Standard Range, donc du coup c'est l'entrée de gamme, c'est ça, c'est pas la Standard Range Plus qu'on a en Europe, mais c'est celle qui est encore en dessous, si je dis pas de bêtises, non ? Bon, je sais plus. Je crois, oui. Bah écoute, super, on sera ravis de le lire. Et là, on parlait d'ailleurs dans l'épisode hebdomadaire en intro, je réagissais sur quelques réactions des personnes qui étaient très investies autour de la marque Apple. Et puis tu nous disais finalement que maintenant il y avait toutes les marques. Alors je pense qu'il y a une marque aussi qui doit pas mal cristalliser ce type de retour, c'est Tesla, non ? Vous en avez, j'imagine, à tort et à travers des retours de passionnés et de haters. On en a quelques-uns, et même au-delà de Tesla, en fait, juste des fans d'Elon Musk qui sont assez toxiques en fait. Bah,
il fait tout pour, hein, en même temps. Vous avez vu qu'il a envoyé un tweet de défi à Vladimir Poutine. Il veut l'affronter d'homme à homme. L'enjeu, l'Ukraine. Je sais même plus quoi penser, en fait. Je suis même plus, ça me fait même plus rire, ça me rend plus triste, ça me laisse plus, je sais même plus quelle réaction avoir. Ça a épuisé l'éventail de mes réactions. Entre ça et son dernier tweet, là, qui est transphobe, raciste, c'est une catastrophe. Ce personnage est vraiment déroutant et c'est indéniable qu'il a du génie sur ses propositions techniques ou en tout cas, je sais pas, de propositions de valeur des produits qui sont distribués dans ces entreprises. Mais alors le personnage. Bon, en tout cas, il n'y a pas que les véhicules électriques dont on va vous parler. Peut-être, Guillaume, bon, c'est probablement pas demain la veille vu ce que tu nous as dit, mais peut-être que nos cieux seront remplis d'avions électriques. Je sais pas, vous y croyez vous aux avions électriques ? Bah non, déjà, on croit plus aux voitures électriques à cause de toi, enfin. Je sais pas, moi, je l'avoue, j'ai toujours été un petit peu sceptique aussi vis-à-vis des avions électriques. Alors, j'ai des raisons, parce que les avions demandent énormément d'énergie, au décollage en particulier, et puis évidemment, plus ils vont loin, quoi. Et les batteries puissantes sont lourdes, donc plus difficiles à faire décoller, donc c'est un cercle vicieux. Donc avec les technologies de batterie actuelles, un long courrier aura besoin de 2 ou 3 fois son poids en batterie pour faire un Paris-Tokyo. Par contre, pour des avions plus petits et plus légers, des trajets assez courts, ça devient jouable. Donc on a déjà parlé un petit peu des taxis volants. Je ne sais pas si vous avez vu passer probablement plein de news là-dessus. C'est des véhicules électriques volants de petite taille, capables de décoller verticalement, qui font des trajets de quelques dizaines de kilomètres, même si c'est encore du domaine du projet. Il y a une bonne douzaine de startups comme ça, et de grands noms d'ailleurs, qui s'intéressent à ça. Il y a American Airlines, il y a United, qui dédient des millions de dollars pour ces petits avions, dont certains seraient même potentiellement autonomes. Mais il n'y avait pas des projets chez Google d'ailleurs à ce sujet, non ? Alors, non, c'était Larry Page. Chez Uber, ouais, tout à fait. Je crois qu'il y avait Larry Page qui s'intéresse aussi à ce genre de truc, j'imagine. Mais enfin, si, chez Uber, bien sûr, tout à fait, il y avait un projet. T'y croyais, toi ? Non, mais c'était assez drôle. On a fait, à un des CES, on est monté, on a fait le tour d'un de leurs Ubercopters là. Ah ouais. Excellent. Non, mais c'est effectivement. Mais d'ailleurs, il y a Virgin Atlantic qui a signé un contrat avec Vertical Aerospace pour des taxis qui sont, ils ont dans les 160 km de portée maximum d'autonomie et qui transportent 4 personnes max. Alors, déjà pas mal, ça peut rendre des services. Honnêtement, moi, il s'est pas exclu, franchement, que si vous êtes vraiment pressé, tu puisses, d'ici 2024, aller de Cambridge à Heathrow, c'est l'exemple qui est donné par Virgin, en 22 minutes au lieu de 1h30 par la route. Ce serait sans doute pas donné, mais bon, après, ce serait pas forcément plus réservé aux milliardaires, tu vois, ce serait juste, à mon avis, cher, quoi. Bon, mais pour certains besoins en matière d'urgence, tu vois, pour la santé, quand on voit certains enjeux qu'il va y avoir sur des greffes et tout, ça peut être cool. Ça peut être très cool pour plein de trucs. Et bon, Uber, c'est vrai que moi, j'y vais un petit peu parce que c'est Uber, donc je suis pas complètement non plus convaincu, mais peut-être. Alors, 2024, c'était le plan de Virgin l'an dernier. Je mettrai pas ma main à couper que les délais soient tenus, mais bon. D'ici la fin de la décennie, c'est vrai que c'est pas exclu que ce genre de service premium soit dispo pour quelques aéroports, genre, tu vois, pas celui de Toulon, je crois pas, mais celui de Dubaï, aux Émirats, tu vois, ce genre de truc, ça m'étonnerait pas du tout. Bon. Qu'est-ce que t'as contre l'aéroport de Toulon? Mais il est très très bien, l'aéroport de Toulon, il est très confortable. Moi j'aime beaucoup les petits aéroports en fait. En plus il est près de la plage, donc tu peux aller en 2 minutes, tu peux sortir de la plage et tu es ailleurs, c'est magnifique, absolument magnifique. Ça sent le vécu. Je connais très bien l'aéroport de Toulon, absolument. Et bon, de son côté, il y a une start-up suédoise par contre qui s'appelle Art Aerospace, qui devrait opérer de petits avions de 19 places aux US en 2026, sous contrat avec United, pour des trajets un peu plus longs, mais plus ambitieux vraiment, c'est Wright Electric qui a vraiment le projet le plus gros. Celui de faire un véritable avion de ligne. Qu'est-ce que tu appelles un peu plus long? Parce que là aujourd'hui je crois que c'est moins de 1000 miles, donc on doit être à 1500 km max, je crois. Ah non, pour Art Aerospace, c'est tout petit. C'est de l'ordre de, je sais pas, 100 km, un truc comme ça. C'est des avions de 19 places qui feraient 100, 200, 300 km maximum. C'est vraiment des courts courriers, c'est vraiment pour faire des petits sauts de puce, l'Art Aerospace. Le véritable truc ambitieux, c'est Wright Electric qui veut faire un avion de ligne pour 2030. Voilà lui. Oui. Mais lui justement, c'est pas du 1200 km. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, son autonomie, ce serait 1200 km pour 186 places. Donc c'est absolument pas du long courrier, bien entendu. Après, à travers le monde, comme il y a de vols qui sont quotidiennement sur des distances de moins de 1200 bornes. Oui, mais justement, aujourd'hui, si c'est pour faire un Lille-Marseille, on est quand même dans un contexte écologique qui voudrait qu'on prenne le train. Bon. Après... Oui, d'ailleurs.
on a viré les vols qui avaient une alternative en train de moins de 2h30, t'as complètement raison. C'est un accord à minima d'ailleurs, puisque au début c'était 4 heures, mais bon. Oui, ils ont augmenté. Ouais. Voilà, au début c'était 4 heures, là 2h30 c'est vraiment... mais bon. En tous les cas, il reste énormément de vols intérieurs du coup qui font moins de 2000 bords au moins en France, et je suppose que dans tous les pays il y en a. Évidemment, c'est à réfléchir, j'imagine. En tous les cas, Wright voit un marché, quoi. Voilà, il voit un marché pour ses avions. Donc il va y aller progressivement, puisqu'en fait il va commencer par un petit appareil plus petit de 100 places en 2026. D'autant que les avions électriques en fait sont quand même très avantageux du point de vue... Alors évidemment il n'y a pas de CO2 à l'usage, si c'est du tout électrique, il y a moins de bruit, la maintenance aussi est beaucoup plus facile, et il n'y a pas besoin d'avoir de gros réservoirs, pas besoin de gros camions de kérosène, et puis il y a un meilleur rendement, tout simplement, les moteurs électriques ont un super rendement. Donc les coûts d'exploitation seraient plus faibles, seraient tellement plus faibles en fait que les prix des billets pourraient même être moins chers, en théorie. Voilà, je ne prononce pas. Mais bon, et alors effectivement, tout n'est pas rose. Parce que déjà, c'est un défi d'ingénierie, parce qu'il faut trouver des meilleures batteries, les meilleures batteries pour cet usage, vraiment. Faire des avions le plus léger possible et s'assurer que tout soit sûr, tu vois. Parce que j'aimerais pas qu'il y ait un incident batterie façon Galaxy Note 7. Tu vois. Ça serait... Ouais, je sais, j'ai une très bonne mémoire, malheureusement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des processus de certification longs et que, donc, faut pas s'attendre à avoir des avions électriques l'année prochaine, quoi. Par ailleurs, si les vols de moins de 1000 bornes sont courants, c'est pas ceux qui causent le plus d'émissions. Puisqu'il y a Jeff Engler, donc c'est le CEO de Wright Electric, il reconnaît lui-même qu'à 95% de l'empreinte écologique de l'aviation est causée par les longs courriers. C'est les avions lourds de plus de 100 passagers qui vont très loin. Pour l'instant, il n'y a aucun espoir de remplacer les gros porteurs par du 100% électrique, mais on peut envisager de faire en substance des Prius volantes. C'est-à-dire des avions hybrides. Qui consomment du kérosène ou de l'électrique, ou les deux, selon le régime. Donc il y a Ampère qui fait ça, il y a Voltareo qui est française par exemple, donc Voltareo, une start-up française qui est sur ce créneau. Donc par exemple, eux ils ont ils ont conçu un avion qui s'appelle le Cassio, qui a il a 3 modèles, 4, 6 et 10 sièges. Si on prend celui de 10 sièges par exemple, il a un moteur thermique de 300 kW et 3 moteurs électriques qui font donc à eux tous 180 kW. Donc typiquement, comment ça marche? T'as les moteurs électriques qui sont utilisés pour le décollage parce que tu peux envoyer beaucoup de puissance très fort, très vite. Et en vol de croisière, le moteur thermique est utilisé comme prolongateur d'endurance. À moins de 200 km, le Cassio peut tourner en pur électrique. À moins de 600 km, le moteur thermique est là pour soulager le tout et prolonger l'endurance. À plus de 600 bornes, c'est lui qui fait l'essentiel du boulot, on va pas se cacher. Donc, c'est un exemple sur un petit avion. Maintenant, il faut passer à l'échelle sur des plus gros, et il n'y a pas de miracle. Même un hybride, les longs courriers produiront encore beaucoup de CO2. Tout au plus pourra-t-on réduire la pollution aux aéroports, à limiter le bruit, mais en l'état, un long courrier hybride va essentiellement brûler du kérosène. Il ne faut pas oublier qu'un 747, ça a une distance franchissable, comme ils disent, de plus de 13 000 km. Donc les batteries, elles vont être à plat très très vite en fait. Donc il n'y a pas de miracle. Les avions électriques vont peut-être arriver dans la prochaine décennie, mais à moins d'une révolution totale sur les batteries, ça ne nous sauvera pas, ça c'est sûr. Je me rappelle avoir vu une conférence il n'y a pas très longtemps de Bertrand Piccard et qui évidemment mettait en avant Solar Impulse, et je me faisais la réflexion durant la conférence, et ça me revient maintenant en t'écoutant parler d'avions électriques, à quel point sa démonstration elle est magistrale sur le plan de l'innovation en général. Et effectivement, je pense que sur le papier, il y a pas grand monde qui pensait viable son projet. Il a réussi à le faire aboutir et c'est très chouette. Je pense que le pire qui a été amené par sa proposition, c'est probablement de laisser imaginer que l'aviation pourrait tourner au solaire. Parce qu'effectivement, s'il y a bien un truc qui n'est pas viable à grande échelle et pour transporter des gens au quotidien, c'est le solaire. Encore une fois, je pense que c'est une très belle démonstration qui montre à quel point il faut pas rester ancré dans nos certitudes sur le plan technologique et continuer à expérimenter pour trouver des nouvelles solutions, de voir les choses. Mais par contre, c'est probablement pas un exemple révélateur de ce qu'on pourra faire en matière d'aviation propre demain. En tout cas, pas à court terme, quoi. Ça, j'en suis assez persuadé. Vivement la téléportation, alors. Ben oui, vivement la téléportation. Ou les casques de réalité virtuelle, le métavers où t'as même plus besoin de te déplacer. Enfin, Manu, elle est là, la solution. Mais oui, tu pourras enfin vendre tes jambes. Mais oui, t'en auras plus besoin. Enfin, nous serons tous des personnes dotées de seulement 2 bras qui flotteront comme ça au-dessus du sol. Guillaume, autre sujet, alors c'est un matériau dont on nous parle très 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 souvent, il y a souvent des partages d'actu autour des batteries au graphène. Là c'est des transistors au graphène dont tu vas nous parler. Ouais, quelques news des labos avec des trucs atomiques, mais attention, c'est des résultats de recherche, donc c'est de recherche appliquée, mais c'est de la recherche. C'est pas des produits, ça donnera pas des produits, peut-être même pas dans 10 ans, potentiellement c'est des débuts de technologies qui vont succéder à celles qu'on utilise aujourd'hui.
Alors, tout d'abord, on va mentionner le transistor au graphène, une équipe chinoise qui se permet le luxe de faire un transistor dont la largeur de porte est autour de 0,34 nanomètres. Puisque c'est la largeur d'un atome de carbone et que le graphène, c'est une feuille de carbone. Donc voilà, ça a cette épaisseur. Donc c'est un transistor MOSFET qu'ils ont fait. Donc c'est un sandwich. Alors un transistor MOSFET normal, c'est un sandwich de silicium dopé. Donc il y a les deux tranches de pain qui sont dopées positivement, le jambon au milieu qui est négativement. Donc ce jambon, ça peut être l'inverse, mais bon, prenons ça pour fixer les idées. Oui, mais un sandwich avec deux jambons et du pain au milieu, c'est pas... Mais pourquoi pas? C'est encore meilleur. Et ce jambon, donc, il a un léger surcroît d'électrons. Entre les doigts. Donc il a un surcroît d'électrons, c'est-à-dire que les électrons qui sont dedans sont assez libres. Et alors que le pain, lui, il a des trous. Des trous que ces électrons viennent volontiers boucher, si on les y encourage avec un champ électrique. Et donc, on peut appliquer ce champ sur le jambon via une électrode, qu'on appelle la porte, et la balade des électrons permet à un courant de passer donc à travers le sandwich via les collecteurs et l'émetteur, qui sont donc sur les tranches de pain. Donc, la taille d'un transistor ne se résume pas donc à la taille de la porte, mais c'est un paramètre important. Parce que plus le transistor est compact, mieux c'est. Alors, à chercher, on a opté pour des matériaux très différents, donc du graphène pour la porte, du molybdène disulfide pour la feuille et puis la feuille de graphène elle-même, elle est sandwichée. En plus, donc elle est empaquetée en fait entre de l'oxyde d'aluminium et de l'oxyde de silicium, c'est pour l'isoler, ces deux isolants. Donc au total, on a une vraie structure en 3D, dont la porte est effectivement de moins de 1 nanomètre de large, donc c'est mieux que les précédents records, puisqu'il était à 1 nanomètre avec des nanotubes. Le truc est fonctionnel, c'est pas prêt d'intégrer un Xéon de génération 13, c'est clairement pas. C'est une preuve de concept, c'est encourageant sur le fait qu'on pourra bientôt compter sur des composants dont les dimensions physiques seront, pour ainsi dire, minimales. D'ailleurs, autre innovation atomique, les chercheurs du MIT... Oui. Excuse-moi, l'ambition, c'est d'arriver à produire des composants qui soient encore plus réduits que ce qu'on a aujourd'hui dans oui, bien sûr, leur aboutissement. Et oui, qui consomment moins aussi. Intéressant. Et donc, du coup, innovation aussi dans le domaine des disques durs. Ben oui, autre innovation atomique. Il y a des chercheurs du MIT cette fois qui ont mis la main sur un matériau multiferroïque bidimensionnel. Ouais, moi aussi, je suis super excité quand j'entends ça. Donc derrière ce nom qui est vraiment complètement habitable, on a un machin qui peut avoir plusieurs états et changer d'état avec juste un champ électrique. Et ça on aime bien parce que ça veut dire qu'on peut coder des bits avec des modifications facilement, les modifier facilement. Alors plus précisément, donc on a un matériau dont les électrons ont des propriétés collectives qu'on peut changer pour pas cher. Ce qu'on fait souvent en électronique, c'est déplacer des charges. Donc dans un SSD, dans une flash, on code l'information avec des 0 ou des 1 selon qu'il y a des charges ou pas. Donc ça suppose qu'on déplace des électrons, qu'on les force à passer à travers une barrière pour les stocker dans une cellule. Une cellule flash, en fait, c'est un transistor MOSFET normal, sauf qu'il a deux portes au lieu d'une. Il y en a une normale et une flottante. Et en injectant des électrons très énergétiques, donc qui passent, si tu veux, dans la deuxième porte, on en piège, dans la grille flottante, comme on appelle, et qui maintient le transistor comme passant. Il le maintient passant indéfiniment. Sinon, on les retire pour effacer l'état. Donc tout ça, ça demande quand même pas mal d'énergie parce qu'il faut forcer les charges à passer des barrières de potentiel et tout ça, c'est relativement cher. Si on pouvait utiliser le spin de petits groupes d'électrons juste avec un petit champ électrique, sans aucun courant, ça serait bien plus économique. Alors des matériaux capables de faire ça, on en connaît déjà. Mais là, la grosse nouveauté, c'est que le matériau en question, c'est le nickel iodide. Bon, ok. Ce truc est bidimensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il se présente sous la forme de feuillet d'un seul atome d'épaisseur, comme le graphène. Et un atome, c'est pas beaucoup. Okay. On peut difficilement faire plus fin et compact que ça. Alors, pour le moment, c'est un matériau qui est obtenu par croissance cristalline, donc on le fait pousser, en gros. C'est compliqué, les chercheurs sont confiants quand même, parce que le principe est proche de celui de la croissance du graphène, donc ils espèrent pouvoir industrialiser tout ce bordel à l'échelle de wafer à terme. Et donc, s'ils y arrivent, les matériaux multiferroïques pourraient remplacer à la fois les SSD et les disques durs, pour aboutir à des mémoires qui consomment extrêmement peu et ouvrir la voie à une mémoire universelle, non volatile. C'est toujours ce vieux rêve de la mémoire ultime. J'ai l'impression qu'on en voit moins souvent que je n'en voyais pendant un temps de ces expérimentations comme ça fondamentales sur l'utilisation de matériaux différents, de repenser fondamentalement la production des composants, mais probablement qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. De toute façon, il ne faut pas se leurrer puisque les mineurs de Bitcoin vont se jeter dessus, il n'y en aura plus pour nous. C'est vrai, si jamais ça arrive, ils vont se jeter dessus, ils vont tout nous truster encore. Pas cool. Alors peut-être un truc, tu vas nous dire, qui aiderait à justement miner des Bitcoins en masse, c'est pourquoi pas des super ordinateurs, je Guillaume. pense que là tu pourrais miner. Alors le Bitcoin ne sera pas forcément. Tu sais que même le Bitcoin ne sera pas forcément le mieux, mais je pense que tu pourrais miner de l'Ethereum sur énormément sur le Sunway supercomputer New Generation. Alors c'est toujours très recherche, je l'avoue, mais c'est plus spectaculaire. Parce que figure-toi que ces petits cachotiers de Chinois n'ont pas créé un, mais deux ordinateurs exascale avant les Américains. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de
premier ordinateur exascale qui donc est arrivé avant les gros projets américains. Donc c'est le Sunway Supercomputer New Generation, parce qu'il y en avait avant déjà. Et cette bestiole atteint 1,51 hexaflop, soit pareil que le futur Frontier de Oak Ridge Laboratory, et un petit peu moins que le futur Aurora, à supposer qu'il ne puisse pas rajouter encore quelques armoires au besoin, et donc comme ça il défoncerait tout. Donc, hexaflop, c'est 1000 pétaflops, et un pétaflop, c'est 1000 teraflops, donc ça fait beaucoup de flops. Beaucoup trop. Ça fait vraiment beaucoup de puissance de calcul, mais voilà, c'est l'objectif, c'est un petit peu c'est l'objectif moderne, hein, voilà, les super ordinateurs, maintenant ils visent l'hexaflop. Alors, c'est vraiment des acteurs hyper crédibles, hein, en fait, les Chinois sur ce domaine-là. Et bien justement, ouais, discutons-en. C'est souvent qu'on relaie de ce type de sujet. C'est très intéressant, justement, je trouve aussi, parce que on le relaie pas forcément, et c'est pas hyper médiatisé, mais c'est hyper intéressant. Parce que alors, le Sunway New Generation, il est hallucinant, en fait, ce truc, à plus d'un titre. Par sa puissance brute, évidemment, mais par son architecture aussi, par sa consommation, qui doit être complètement déraisonnable, et c'est aussi un jalon stratégique. Alors, ce monstre-là, il est basé sur un processeur qui est totalement chinois. Ça s'appelle le Sunway 26010 Pro, parce qu'il y avait déjà un 26010 pas Pro. Bon. Et donc, c'est une architecture propriétaire. Et chaque processeur a pas moins de 384 cœurs. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Architecturellement, ça me fait penser à un cell. Le cell, attention, le cell CE2 à la photo. Le méchant dans Dragon Ball Z. J'ai été sûr. Donc le cell d'IBM de la PS3, vous vous souvenez peut-être de ce truc-là? Moi, pas du tout. Vous vous souvenez des pubs Tu te souviens, toi, Manu, des pubs pour la PS3 et de... C'était super ordinateur? Non, je me rappelle qu'ils mettaient beaucoup en avant leur lecteur Blu-ray. C'était sur la PS2 où ils mettaient beaucoup en avant la puissance. D'ailleurs, le processeur de la PS2 avait été utilisé dans je sais plus quel satellite. Oui, c'est vrai, tu as raison. La PS2 aussi, le Emotion Engine avait beaucoup marqué à l'époque. Et en fait, la structure de l'Emotion Engine, elle s'est retrouvée dans le cell d'IBM parce que Sony s'est allié à IBM pour fabriquer des processeurs qui devaient non seulement intégrer les PlayStation 3, mais aussi des supports ordinateurs de l'époque. C'était vraiment ils ont dépensé énormément de fric conjointement en recherche et développement dans le cell, qui était un processeur très 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 puissant et qui a été utilisé dans certains composants professionnels aussi, pas que dans les PS3. Mais ça a tourné court, parce que IBM envisageait de faire de ça le fer de lance du calcul scientifique à l'époque. Et bon, un cell, qu'est-ce que c'était? En gros, donc dans un cell, tu as un cœur de processeur standard, donc un cœur normal. Il est accompagné de 6 unités de calcul qui sont des cœurs simplifiés et qui sont équipés pour le calcul vectoriel. Donc ils peuvent pas tout faire, mais elles peuvent faire des calculs vectoriels très bien, très rapidement. Donc c'est des coprocesseurs en quelque sorte. Et le Sunway, c'est un peu pareil. Chaque processeur est un ensemble de 6 core groups qui donc chacun de ces core groups ressemble à des cells en fait. Un core group, c'est un contrôleur mémoire, un cœur polyvalent qui s'appelle le MPE, et 64 trucs qui s'appellent des CPE pour Compute Processing Elements. C'est des cœurs simples qui calculent sur 512 bits. Et 512 bits, donc, qui sont divisés en vecteurs, selon, soit tu les divises en blocs de 32, soit en blocs de 64, soit en blocs de 16. On peut calculer sur des FP32, FP64 ou des B16. Et globalement, c'est un CPU qui fusionne les concepts de GPU avec plein de multiprocesseurs vectoriels et de CPU multicœurs. Donc, chacune de ces puces, d'ailleurs, donnerait 14 teraflops de puissance de calcul en FP32 et 55 teraflops en FP16. C'est des valeurs qui sont très comparables à des GPU haut de gamme, en fait. Donc, le New Generation Sunway, il comporte pas moins de 107 000 de ces processeurs, soit presque 42 millions de cœurs. Mais attendez, le meilleur reste à venir. Ces processeurs sont produits par SMIC, donc un fabricant avec des usines purement chinoises, sur du 14 nanomètres, c'est-à-dire un process qui est équivalent à celui des Core Intel de génération 5. Alors, l'efficacité énergétique, c'est pas du Apple, tu vois. Ouais, c'est clairement pas l'ambition, de toute façon, c'est pas l'objectif. Donc si on compare avec Frontier, qui a à peu près la même puissance, le gros du boulot, alors chez Frontier, le gros du boulot, il est fait par des Radeon Instinct MI250X qui sont gravés en 6 nanomètres FinFET de chez TSMC. J'ai fini ma phrase, vous inquiétez pas. Entre le 6 nanomètres FinFET et le 14 nanomètres de SMIC, c'est très difficile de comparer. C'est un peu, voilà, enfin, c'est pas des oranges et des pommes, mais enfin, disons que c'est des pommes bicolores avec des pink lady, quoi, tu vois, c'est un peu difficile. Arrête avec les pink lady. Ouais, je sais. Donc, c'est pas les mêmes process, quoi. Mais bon, si on estime que le 14 nanomètres SMIC est proche du 16 nanomètres à FinFET+, de TSMC, on peut estimer à peu près 2,3 fois le rapport d'efficacité énergétique. C'est ce que dit TSMC lui-même en fait en faisant les trucs.
Et Frontier, il est déjà monstrueux, il consomme 30 mégawatts. Son prédécesseur, Summit, en consommait moins de la moitié. Avec du 14 nanomètres, le Sunway New Gen devrait dépasser les 70 mégawatts. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, on va dire. Alors je sais, c'est un peu fait au doigt mouillé, mais je serais quand même très intéressé par les factures EDF du labo qui héberge la machine. En hiver, ça doit être très très douillé comme endroit, ça, y a pas de problème. Et bon, la démesure ne s'arrête pas là, parce que les chercheurs de l'université de Tsinghua, d'Amo et d'Alibaba, ils ont utilisé ce mastodonte pour faire tourner le plus gros modèle de deep learning jamais fait. Il s'appelle Bagualu. Bagualu, c'est le nom d'un poil mythologique chinois qui donnerait des médicaments. Enfin, c'est écrit dans l'article. Un poil ? Un poil, ouais. Apparemment. D'accord. Un poil. Quel type de poil? Ils disent un stove. Donc, c'est un poil pour faire de la bouffe, en fait. Ah, d'accord. Ok. C'est un truc pour faire de la bouffe. C'est un poil où tu chauffes et tu vas pouvoir faire de la bouffe dessus. C'est un truc qui... C'est pas une poêle. Non, c'est pas une poêle. C'est un poil. D'accord. Mais pas un poil, pas un poil de torse, un poil. Bref. Ouais. Bon, on va pas y arriver. Donc, quoi qu'il en soit, ce Bagualu compte 174 000 milliards de paramètres. Oui, j'ai oublié de vous dire que le Sunway, il avait 9 pétaoctets de RAM, au passage. Pour vous donner une idée, Bagualu, il a 1000 fois plus de paramètres que GPT-3. Alors, Bagualu, c'est un méga transformer multimodal. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme GPT-3, mais c'est aussi un transformer. Mais il fait ça avec du texte et des images au lieu de seulement du texte. Donc, il est capable de produire du texte et des images et d'interpréter du texte et des images. Donc, le nombre monstrueux de paramètres leur fait dire qu'on approche des échelles de grandeur du cerveau humain, carrément, qui a autour de 80 milliards de neurones. Par contre, comme il a de synapses, qui est une métrique beaucoup plus intéressante en fait, si on compare avec les paramètres, aucune idée en fait combien de neurones le cerveau, je sais pas, parce que chaque neurone a des milliers de connexions synaptiques, tous ne sont pas connectés à tous, donc je sais pas combien ça peut donner, mais en fait c'est mental, tu comprends, c'est mental. Enfin, mental ou pas mental, le Sunway, donc, c'est quand même un jalon, vraiment, c'est incontestable. C'est à la fois le plus puissant super-ordinateur du monde, qui fait tourner le plus gros modèle de deep learning du monde, et ça, c'est sur la technologie 100% chinoise, conception et fabrication. Et ça, je pense que c'est quand même historique. Et au passage, on a parfois des retours et des discussions qui tournent autour de la consommation énergétique de ce type d'appareil, en comparant la consommation énergétique du fait de miner des crypto-monnaies. Je pense que vraiment, c'est comparer là aussi des choux et des carottes. On est sur des outils qui peuvent résoudre des problèmes sur le plan scientifique, qui peuvent aider à la recherche sur le plan fondamental pour ces super calculateurs. Donc bon, il faut comparer ce qui est comparable. On n'est vraiment pas sur le même sujet, mais bon. Bon, écoute, super opportunités d'algorithmes de deep learning. Et au passage, Guillaume, tu nous as aussi identifié de l'intelligence artificielle qui parle. Alors, moi, je me serais attendu, tu vois, qui parle le chien, qui parle le chat, donc qui parle le cochon, Guillaume, qui parle le cochon. Ouais, pourquoi pas. Le deep learning est utilisé pour faire de la traduction simultanée. Quoi? C'est le plus proche de nous. C'est vrai. Eh ben oui, attends, on a tu sais qu'il y a eu une transplantation il y a pas longtemps. Oui, non, je rigolais à peine. C'est complètement. C'est le pourcentage de l'ADN qui est très très proche, c'est ça, le pourcentage d'ADN en commun avec le cochon et l'humain est énorme. Ouais, alors bon, ce sera mieux avec un chimpanzé quand même, mais bon, disons que c'est quand même un mammifère pas loin, quoi. Et puis surtout la taille du cœur, à mon avis, elle est pas trop mal. Enfin, il doit y avoir des trucs comme ça. Donc on est très proche du cochon à bien des égards, n'est-ce pas? Et donc, du coup, là, faire de la traduction simultanée avec du deep learning, c'est du banal, hein. Là, on l'a fait interespèce. Donc, c'est quand même fort. Donc, il semble que les cochons soient des animaux très bavards, en fait. Hein. Ils ont une grosse variété. C'est pas si différent que ça. Pardon, mais je pouvais pas m'empêcher de fact-checker ce que tu me disais. Et en fait, il y a 97% d'ADN commun pour le chimpanzé. Donc, tu as raison, il y en a plus. Mais chez le cochon, c'est 95%. Ah ouais. C'est fou. Ouais, je crois que c'était un peu moins que ça, tu vois, comme quoi. C'est fou. Bon, pardon, excuse-moi. Je pouvais pas m'empêcher de vérifier en même temps. Écoute, en tout cas, les chercheurs de l'université de Copenhague, ils se sont dit, avec cette variété de cris, de gruiques, de couinements très élaborés, ils se sont dit, on va essayer de traduire ça. Donc, ils ont utilisé un modèle de deep learning pour traduire le langage cochon. Voilà, le langage des vrais cochons. Donc, ils ont réuni 7400 échantillons de gruiques, de 400 porcs différents, et ils ont demandé à des pros de traduire les gruiques. Parce que voilà, c'est alors la signification générale, hein, pas le sens précis de chaque dialecte, mais voilà, donc c'est bien, pas bien, mal, fin, stress, etc., ce genre de truc. Alors si tu connais pas la bête, tu fais à peine mieux que le hasard total en écoutant les cochons. Alors bon, des fois quand même tu tombes juste parce que quand ils commencent à hurler comme des porcs, tu vois, t'imagines qu'il y a quand même des nuances que tu peux percevoir. Mais bon,
C'est à peine mieux que le hasard total. Et l'algorithme, par contre, qui est entraîné par les chercheurs, lui, devine correctement 92% du temps. Du coup, il devient possible de monitorer automatiquement le bien-être des porcs avec des sortes de babyphones pour cochons, des cochophones, qui s'activent. Mais comment on sait quand qu'ils se trompent pas? Quand quoi? Comment on sait que l'algorithme voit juste ou pas juste? Quel point de référence? Parce qu'il y a les pros qui écoutent les gruics et qui certifient qu'elle a raison. D'accord. Ok, d'accord, pardon. J'avais pas identifié qu'il y avait des pros du langage porcin. Mais du coup, les pros, ils se basent sur quelque chose? Sur l'algorithme d'intelligence artificielle. Non, mais je veux dire, non, sur l'expérience. Ils leur foutent des sondes dans le cerveau pour savoir quelles zones sont actives, pour savoir s'ils sont contents ou pas, ou enfin. Non, en fait, je pense que déjà, effectivement, par l'expérience, ils se peuvent percevoir plus de nuances que n'importe qui. Et surtout, on peut placer les porcs dans des conditions et se dire que ce qu'ils disent est relié à ces conditions. Par exemple, si tu stresses un porc, il va plus facilement couiner de stress. S'il a faim, il va couiner de faim. S'il est très confort et au calme, il va, il va pas faire le même bruit, etc. Je pense qu'on conditionne, on contrôle la condition des porcs, qu'on a une idée de ce qu'ils peuvent exprimer, et ensuite on demande à des pros d'identifier, de voir si effectivement ça correspond à peu près. Et puis voilà, donc c'est au doigt mouillé, parce qu'effectivement c'est vrai que c'est un peu difficile, mais ouais, ils ont apparemment, ça marche à peu près bien. Après, oui, c'est pas très vegan tout ça. On n'est clairement pas sur une news vegan. Bon, c'est pas grave. Guillaume, très bien, on va laisser nos cochons de côté. On va plutôt s'intéresser à des écrans, tout ce qu'il y a de plus sensuel, j'ai l'impression, dis donc. Écoute, figure-toi qu'on peut... c'est sensuel, absolument, parce que tu touches ton écran, tu le caresses. Je suis en train de le caresser, là. C'est l'écran de mon portable, là, je précise. Et c'est doux, c'est lisse. Ça, oh là là, c'est agréable. Hein. Vous qui nous écoutez, prenez le temps de caresser le... Tout l'enchaînement après les cochons. Qui ont la police également. Tout à fait. Oui. Ah oui. Bref. Donc j'arrête, ça m'excite. Donc globalement, quand tu frottes ton écran de portable, c'est lisse. Bon, le truc c'est que ce qu'on aimerait faire pour avoir du retour haptique, c'est le rendre parfois moins lisse. Tu vas augmenter la friction ou peut-être juste la friction ressentie. Et en fait, on s'est rendu compte que en changeant la température brusquement d'une zone, ton cerveau percevait une friction, alors qu'en fait, il n'y a qu'un changement de température. Du coup, on se dit, au lieu de faire... Alors, parce que, tu sais, pour faire du haptique, on a tout essayé. On a essayé les vibrations globales, locales. On a essayé même des petites pochouilles là, qui se gonflent pour que tu aies l'impression de taper sur des trucs. Bon, là, ce serait plus simple. En fait, il suffirait de contrôler de manière assez granulaire, avec une granularité assez fine, la température sur l'écran pour pouvoir, lorsque lorsque tu le touches, le changer et te faire croire en fait qu'il y a une friction, un volume, alors qu'en fait tu ne fais que changer la température. Donc c'est le changement de température de l'ordre de 20 degrés, pour donner une idée. Donc c'est pas énorme, mais par contre ça demanderait d'avoir une granularité que pour l'instant les écrans n'ont pas. C'est un truc à explorer. Mais c'est intéressant parce que le rendu de la texture, je sais que c'est un sujet notamment pour les personnes qui aiment beaucoup faire du dessin sur tablette. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient l'iPad, le pencil pour dessiner sur la tablette. Et souvent, ils se plaignent du fait que le toucher est trop lisse, pas assez naturellement proche d'écriture sur du papier. Et pour cause. Et donc, du coup, il existe des revêtements protection d'écran qui modifient la texture pour se rapprocher de la texture que tu as avec ton crayon sur une feuille de papier. Alors c'est très approximatif et puis surtout c'est pas du tout variable, mais ça m'étonne pas qu'il y ait cet enjeu de vouloir restituer comme ça des sensations, notamment sur le tactile, sur des écrans. Peut-être que ce sera des prochaines révolutions qu'on aura sur nos smartphones, ce serait cool. J'ai l'impression que c'est quand même pas demain la veille. Si c'est juste de la température, est-ce que il faut forcément un écran ou est-ce que ça peut être adapté à autre chose parce que en fait je pense surtout à l'adaptation dans le jeu vidéo parce que c'est quelque chose qu'on recherche beaucoup. Carrément. Et typiquement la PS5 avec ses gâchettes adaptatives haptiques essaye justement de reproduire un maximum toutes les sensations qu'on pourrait avoir en freinant sur de l'asphalte par exemple, sur du jeu de voiture ou alors tout ce que peut faire c'est quoi, c'est Sackboy Adventure ou enfin le jeu démo PS5 là qui justement essaye de retranscrire un maximum plus que des impressions. Ça c'était sur PS3, je sais plus ce que c'était. Astrobo, c'est pas Astrobo. Astrobo. Enfin, c'est le Playroom, non? Non, ouais, ça Playroom c'était sur PS4 et c'est Astro, je sais plus. Bref, en tout cas le jeu de départ de PS5 là où ils essaient
plus que des impressions, ils essayent de retranscrire des textures et ça rend plutôt pas mal. Je confirme, c'est Astro's Playroom sur PlayStation 5 Okay. et c'est diablement bluffant effectivement si vous avez l'occasion de le tester. Effectivement, les restitutions tactiles sont assez incroyables. Elles sont très bonnes aussi sur des jeux, je pense, qui sont réputés pour ça, notamment Ratchet & Clank. Et puis Cassim avait parlé aussi de Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, ouais, j'imagine que dans le jeu vidéo, t'as raison, ça serait des belles mises en application. Mais effectivement, la question, c'est pas forcément un est-ce écran, c'est n'importe quelle surface lisse que tu peux contrôler, quoi. Mais la question, c'est il faut des variations de température, certes pas énormes, finalement 20 degrés, quoique, mais très soudaines, non? Il faut arriver à faire varier très vite la température. Il faut arriver à contrôler comme il faut. Oui, c'est pas évident. Et puis autant faire chauffer, ça va, mais après il faut refroidir si tu veux repartir dans l'autre sens. Moduler la température. Ça aussi, tu peux mettre des cellules Peltier dessous si tu veux refroidir, ça devrait être possible. Mais effectivement, techniquement, ça doit être possible, mais à quel prix? Ouais, et il faut voir la taille du truc aussi, parce que bon, sur un téléphone qui fait 8 mm d'épaisseur, ou même dans une manette que tu essayes de tenir quand même relativement compacte pour tenir dans la main, ça doit pas être simple. Non, pas du tout, mais c'est tout à fait. Rien n'indique que ce sera vraiment le futur du haptique, hein, mais c'est une piste qui est explorée parmi d'autres. Un champ d'expérimentation. Puis j'imagine aussi en matière d'accessibilité au passage pour les personnes en situation de handicap sur le plan visuel. Bon, on va terminer en reparlant un petit peu de cette espèce si curieuse, si étrange, qui partage probablement moins de pourcentage d'ADN en commun avec l'homme que ne le fait le cochon ou le chimpanzé. C'est le tweetos, Guillaume. Tu prends des risques. Toi, tu aimes le risque. Oh, j'assume, moi, depuis qu'on m'a pris la tête sur des histoires. Bon, pardon, excusez-moi. Non, j'aime Twitter, je vous aime. Oui. Non, mais alors, bon, écoute, il y a un truc quand même qui est clair, c'est que globalement, les gens que tu rencontres dans la vie sont plutôt sympas. C'est vrai. Quand ils te voient, ils commencent pas par essayer de te prendre la tête sur des trucs, tu vois, sur la politique ou sur Apple ou sur je sais pas quoi, tu vois. Les mecs, ils sont à peu près cool, quoi, tu vois. Ils te parlent pas immédiatement des sujets qui fâchent, ils t'emmerdent pas, ils te prennent pas la tête pendant des heures. Et puis même, ils peuvent faire des trucs fous, comme donner à des associations caritatives, tu vois, ou te prêter des trucs quand t'en as besoin, tu vois. À peu près, voilà, la plupart des gens ont l'air plutôt sympas, alors que quand tu vas sur Twitter, c'est moins clair tout de suite le pourcentage. Et en fait, ce qui est quand même rassurant, c'est une étude américaine. Alors parce qu'il faut avoir déjà on en avait relayé une étude sur ce domaine-là, Guillaume. Tu nous avais partagé une étude qui montrait que c'était normal qu'on soit un gros connard sur Twitter. Oui, c'était assez structurel. Hein. Oui, c'est structurel, effectivement. Ça encourage la connarditude, ça c'est clair et net. Voilà. Et donc globalement, sur Twitter, effectivement, évidemment, il y a des gens qui interagissent normalement aussi, bien sûr. Mais donc là, il y a une étude américaine. Alors je dis que c'est une étude américaine, c'est quand même intéressant parce que même si c'est pas français, il faut voir qu'aux États-Unis, c'est pire qu'ici, quoi. C'est-à-dire que la société est encore plus divisée politiquement. Il y a des clivages qui sont extrêmement violents et donc ça part en couille très très facilement et très très vite. C'est pire qu'ici en fait. Donc même dans ce contexte complètement moisi, il y a une étude rafraîchissante qui dit que 75% des Américains ne tweetent jamais. Parce qu'ils sont occupés et qu'ils n'ont pas le temps de passer leur vie sur Twitter à troller d'autres gens. Et mieux que ça, en général, le soir, il n'y a que 1% des adultes américains qui regardent Fox en prime time, 2,2 millions, 0,5% MSNBC, 1,15 million, et il y a 3 fois plus d'Américains qui ont donné aux œuvres de charité qu'aux partis politiques. Mieux encore, hein, la société américaine est ultra polarisée, c'est vrai, mais finalement, la plupart, une partie très importante des gens, c'est la plus grosse partie en fait, se déclarent indépendants, c'est-à-dire ne se reconnaissent pas forcément comme démocrates ou républicains, ce qui veut dire que finalement, voilà, ils sont pas forcément te prendre la tête immédiatement si t'es de l'autre bord, quoi. Donc voilà, en gros, la majorité des gens, et je pense que c'est aussi vrai en France, hein, sont juste trop occupés pour passer leur vie sur Twitter à troller. C'est encore plus vrai en France, je pense. C'est encore plus vrai en France. Quoique, ça dépend peut-être des périodes, je sais pas, j'en sais rien.
Écoute, c'est intéressant. Décidément, Twitter nous ravit toujours autant sur la beauté des échanges qu'il peut engendrer, mais aussi sur les effets de bord qu'on va continuer à supporter. Toi, tu apprécies globalement, Manu, Twitter, ou c'est un passage obligé avec ton métier et puis tu subis les aléas, mais... De moins en moins, j'y suis venu parce que c'était obligatoire en étant journaliste, parce que c'était aussi un bon moyen de partager ce que je faisais. J'ai eu une grosse période où je tweetais beaucoup, puis justement toute cette connardise, comme tu dis, mais enfin tout simplement toute cette haine et le fait que des personnes dont t'as rien à faire viennent dans ta discussion alors que bon à la base tu partageais un truc, parfois même c'était juste une blague, une connerie que tu balances comme ça en disant je suis drôle, en fait il y a quelqu'un qui arrive et qui a pas compris le second degré de la blague derrière. Bon du coup je partage quand même beaucoup moins maintenant, mais par contre moi ce à quoi ça me fait penser, c'est que ça permet de relativiser un petit peu tout le reste quand on parle, typiquement dans le Tech Café 265, on parlait de la coupure des réseaux sociaux en Russie. Je suppose que ça doit pas être très différent, mais voilà, en fait, on se pose la question de qu'est-ce que ça change de couper Twitter à la Russie. En fait, si ça concerne 1% des gens, bon C'est vrai, et après, quelle est la part de centralisation des échanges de décideurs, de relais d'informations, de relais d'opinion il peut y avoir dessus? C'est un autre sujet, mais oui, ça permet de relativiser parfois certaines choses. Nous, on voit ça sous le prisme de la technologie, on est passionné par ça, on suit ça de très près, c'est le thème du podcast, donc forcément, c'est un sujet majeur. Mais oui, ça permet de relativiser par rapport à la représentation que ça peut être dans la société, dans une certaine mesure. Non, mais la télé a encore beaucoup de points, en fait. Absolument. Et absolument. En Russie, énormément. Je pense qu'il y a des classes d'âge qui utilisent pas du tout Internet. Et la radio aussi, accessoirement, auprès d'un certain public, absolument. Radio avec les ondes AM dont tu nous avais parlé, Guillaume, dans l'épisode de la semaine dernière. Bon, on a fait le tour, en tout cas, de ce qu'on voulait vous partager pour ce supplément week-end. On espère que ce complément vous a apporté quelques sourires, au moins un peu d'informations. On est ravis, en tout cas, que vous ayez la possibilité de nous écouter. On va pouvoir vous rappeler une nouvelle fois où est-ce qu'on peut nous retrouver à titre individuel. Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver? Toujours sur Frandroid et sur Twitter, justement, puisqu'on en parle, même si je réponds pas beaucoup, ou alors seulement si vous êtes gentil, @Nobunagashi, Nobunagashi. Après, on a de la chance, les auditeurs de Tech Café sont en général adorables dans l'immense majorité des cas. Donc s'ils viennent te solliciter, je suis sûr qu'ils seront hyper gentils. Merci beaucoup en tout cas pour ton passage pour l'épisode de cette semaine et puis pour ce passage pour l'épisode week-end Avec de plaisir. Tech Café. C'est toujours très agréable de venir discuter avec vous. Eh ben écoute, plaisir partagé et le fauteuil t'est accessible quand tu le souhaites. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Probablement pas sur Twitter, mais peut-être dans un taxi électrique à Dubaï. Oh, oui, volant ou pas volant? Bien sûr. Bien sûr. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez moi aussi sur Twitter, Guillaume Vendée, sur Instagram, sur Twitch, si vous aimez les diffusions bien trop peu régulières de divertissements vidéoludiques et de jeux de rôle. Vous me retrouvez aussi, je vous l'ai dit, sur TikTok. Attention, sur TikTok. On parle de toxicité, c'est marrant, TikTok, par certains aspects, c'est vraiment le béni oui-oui de la rigolade quand on a une certaine bulle de filtrage, comme c'est probablement mon cas, bien loin de l'exposition qu'on peut avoir sur Twitter. Bref, je termine là la parenthèse et je vous remercie évidemment largement de votre fidélité. Je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Salut tout le monde.